L'anime commence par montrer l'atmosphère d'un combat de kendo entre deux jeunes hommes, Chihiro Kamina et Kotetsu Domyuji, dans un dojo qui appartient au père de Kotetsu. Chihiro est l'ami d'enfance de Kotetsu et vit dans le dojo avec Kotetsu et son père, Rakan. Ils sont tous les deux étudiants dans une université à Tokyo. Lorsqu'ils sont arrivés sur le campus et ont rencontré l'un de leurs amis proches, un jeune homme du nom d'Ikuro Owari, soudain, une sonnerie mystérieuse a été entendue, qui était très assourdissante et a fait souffrir tout le monde, puis s'est effondrée inconsciente. Étonnamment, seul Chihiro n'a pas été affecté par la voix mystérieuse. Cet incident s'est produit non seulement sur le campus où Chihiro et ses amis étudient, mais aussi dans toute la ville de Tokyo. Peu de temps après, une brume rouge venue de nulle part est soudainement apparue et a enveloppé les gens, y compris Chihiro, qui a fini par perdre connaissance. La brume rouge lui a non seulement fait perdre connaissance, mais a aussi fait disparaître horriblement plusieurs personnes, ne laissant que leurs vêtements. Pendant ce temps, Chihiro, qui est inconsciente, rêve de recevoir la visite d'une mystérieuse fille masquée qui se présente comme Dux. Elle lui a parlé de l'apparition du vermillon et du puissant pouvoir qui résidait dans le sang. Peu de temps après, Chihiro se réveille enfin et se retrouve dans un hôpital du campus, où des membres du personnel médical, un médecin nommé Inuki Akaya et une infirmière nommée Kum Sakiyama, lui disent que 5 mois se sont écoulés. Plus tard, ils ont appelé le mystérieux incident le grand effondrement. Inuki a ensuite posé des questions sur le rêve que Chihiro avait fait, car tous ceux qui ont vécu le grand effondrement ont dû rêver de quelque chose d'étrange, dont l'un était de devenir quelqu'un d'autre. Après cela, Inuki ouvrit la fenêtre et montra la situation actuelle de la ville de Tokyo après l'événement du grand effondrement, où le brouillard rouge était encore visible couvrant certaines parties de la ville. Peu de temps après, Kotetsu y est arrivé et semblait si soulagé et heureux que Chihiro ait finalement repris conscience. Il dit à Chihiro que tous ceux qui se sont effondrés à cause de l'incident mystérieux reprennent conscience dans au moins quelques semaines. Contrairement à lui qui a dormi pendant 5 mois entiers. Après que le personnel médical a vérifié l'état de Chihiro et s'est assuré qu'il allait bien, Chihiro a finalement été autorisé à rentrer chez lui. Cependant, juste après sa sortie de l'hôpital, il a reçu la visite d'un homme nommé Isshin Kakihara et d'une femme nommée Tsubasa Tachikaze, qui sont des journalistes indépendants. Il voulait écrire un article sur Chihiro comme la seule personne qui a dormi pendant 5 mois après avoir vécu le grand effondrement. Chihiro et Kakihara se connaissaient apparemment déjà, car Kakihara était un journaliste qui couvrait un incident survenu à Chihiro il y a 13 ans et pensait que le grand effondrement pourrait avoir quelque chose à voir avec cela. Sur le chemin du retour, Kotetsu dit à Chihiro que les habitants ont repris une vie normale après le grand effondrement, bien que les parties de Tokyo qui sont encore enveloppées de brouillard rouge ne puissent être entrées par personne. Chihiro s'est rendormi et a rêvé qu'il se tenait dans une mare de sang. Dans son rêve, Chihiro a vu que le dojo appartenant au père de Kotetsu avait été détruit et que Rakan était également mort. Peu de temps après, Chihiro et Kotetsu arrivèrent enfin à la porte du dojo, où ils furent surpris par la même sonnerie mystérieuse qui s'avéra provenir du claquement de doigts d'un jeune homme non loin d'eux. Lorsque Chihiro regarda le garçon, il vit la silhouette d'une fille à côté du garçon. Après cela, il y a eu une énorme explosion qui a détruit une partie du dojo, et soudain, un monstre troll à 4 bras est apparu, qui n'était autre que le père de Kotetsu, Rakan. Le monstre a ensuite attaqué Chihiro à plusieurs reprises. Voyant cela, Kotetsu a alors jeté un morceau de bois sur Chihiro afin qu'il puisse être utilisé comme une arme. Cependant, il n'eut pas le cœur d'attaquer le monstre. Lorsque le monstre a poignardé Chihiro avec son épée jusqu'à ce qu'il saigne abondamment, il a soudainement pu réveiller un pouvoir mystérieux, Heroic Blood, et ses yeux sont devenus rouges. Le sang héroïque de Chihiro se transforme en un armement de sang à pointe, lui permettant de tuer facilement le monstre. Lorsque le corps de Chihiro est revenu à la normale, il s'est rendu compte que son rêve était devenu réalité. Chihiro est immédiatement devenu choqué et s'est senti très coupable de ce qu'il avait fait à Rakan. Mais ensuite, une fille nommée Eiko Morizono qui regardait de côté, arrive pour utiliser ses capacités pour endormir Chihiro. D'un autre côté, Kotetsu qui a vu son père se transformer en monstre, a demandé une explication à Eiko. Cependant, avant qu'elle ne puisse lui expliquer quoi que ce soit, une sirène de voiture de police retentit soudainement, alors elle choisit de garder le silence. Une policière nommée Mari Kurokami arrive sur les lieux et commence à interroger les gens là-bas, y compris Eiko et Kotetsu. Ne voulant pas signaler que son père s'était transformé en monstre, Kotetsu a dit à Mari que son père avait disparu. Mari les informe alors d'une rumeur selon laquelle de nombreuses personnes deviendraient la brume rouge après avoir disparu. Il y a aussi des rapports d'humains se transformant en bêtes monstrueuses, bien que cela puisse être une légende urbaine. Après le départ de Mari et de la police, Kotetsu a de nouveau demandé des explications à Eiko au sujet de son père. Elle révèle que Rakan a été transformé en monstre par l'homme qui crée une sonnerie mystérieuse à partir d'un claquement de doigts, qui s'avère être Junaoi. Peu de temps après, Chihiro a finalement repris ses esprits et avait toujours l'air si choqué par tout ce qui s'était passé, y compris le fait qu'il avait tué Rakan. Le lendemain, Eiko était toujours au dojo et préparait le petit déjeuner pour Chihiro et Kotetsu. Eiko a même appelé Chihiro Master et lui a dit qu'à partir de maintenant, elle serait toujours à ses côtés. Lorsque Chihiro a posé des questions sur Eiko, la fille a seulement répondu que tôt ou tard, il se souviendrait également d'elle.
Chihiro s'excuse alors auprès de Kotetsu pour ce qui est arrivé à son père. Mais Kotetsu a agi avec désinvolture, comme si ce n'était pas du tout un gros problème pour lui. Cependant, Chihiro se sentait tellement coupable de tout ce qui s'était passé qu'il ne pouvait retenir des larmes de regret. Lorsque Chihiro et Kotetsu sont arrivés sur le campus avec Eiko, ils ont vu un jeune homme devenir fou. Eiko a dit que c'était un symptôme précoce d'une personne avant de se transformer en un monstre comme Rakan. Peu de temps après, Inuki et Kumi sont arrivés et ont immédiatement emmené le jeune homme à l'hôpital du campus. Inuki, qui se tourna vers Chihiro, remarqua quelque chose d'étrange chez lui et s'approcha de lui. Il a ensuite regardé de près les yeux de Chihiro, et après l'avoir observé pendant un moment, il s'est juste éloigné. Alors qu'ils sont à la cafétéria du campus, Eiko révèle à Chihiro et Kotetsu qu'elle, Junaoi, et la fille qui est venue avec Jun, qui s'avère être Yuri Shiraki, viennent en fait d'un autre monde. Eiko a également déclaré qu'elle s'était toujours battue contre eux. Elle leur dit alors que son travail consiste à garder Chihiro en vie. Chihiro, qui est allé aux toilettes pour se rafraîchir, a accidentellement vu la silhouette de Yuri, la fille qui est venue avec Jun hier. À cause de cela, il s'est précipité après la fille qui s'était enfuie quelque part. D'autre part, Kakihara qui était également sur le campus, a vu Chihiro qui semblait chercher quelqu'un, et s'est demandé qui il cherchait. Chihiro a ensuite rencontré Ikuro dans le hall du campus, et tout à coup, une sonnerie mystérieuse a de nouveau été entendue, qui s'est avérée être Yuri. Elle apparaît alors devant Chihiro et a l'intention de transformer Ikuro et les autres étudiants en monstres comme Rakan. Peu de temps après, Juni est arrivé, tout comme Eiko et Kotetsu. Jun essaie alors de faire de Kotetsu un monstre comme son père. Mais de manière inattendue, Kotetsu a pu réveiller son sang héroïque et a voulu se venger de ce qui était arrivé à son père. Il y a ensuite combattu les monstres et a réussi à en vaincre certains, jusqu'à ce qu'il soit finalement abattu par un monstre de type Diabolo qui pouvait voler et avait un poison mortel sur sa lance. Voyant que Kotetsu était désespéré, Chihiro a alors levé son sang héroïque pour l'aider. Eiko a ensuite dit à Chihiro que Diabolo serait difficile à battre sans son aide. À cause de cela, elle lui a demandé de l'appeler par son vrai nom. Chihiro s'est finalement souvenu d'Eiko et a appelé la fille Serdide. Après cela, Eiko a changé pour sa vraie forme, qui est un elfe, puis a sauvé Kotetsu qui a été empoisonné par le monstre. Bien qu'à la fin, Chihiro ait réussi à renverser le monstre, il n'était ni satisfait ni heureux car les monstres étaient en fait ses amis de l'université. Chihiro voulait mettre fin à tout cela immédiatement afin que plus personne ne doive mourir en vain car ils étaient transformés en monstres. Le combat de Chihiro contre Diablo s'est avéré être photographié par Kakihara et son assistant, qui tentent de profiter des photos. Peu de temps après, Jun et Yuri sont arrivés là-bas avec des Diabolos, où Jun a ensuite augmenté la force des Diabolos afin qu'ils ne soient pas facilement vaincus. Cependant, Chihiro a plutôt perdu connaissance, ce qui a ensuite augmenté sa force afin que son faisceau d'énergie soit si puissant qu'il a affecté Tsubasa et l'a transformé en monstre. Kakihara, qui a paniqué parce qu'il ne savait pas quoi faire pour aider Tsubasa, a ensuite été approché par une fille nommée Shoko Anashima, qui lui a dit que Kakihara devait ressusciter son sang héroïque. Après avoir finalement réussi à ressusciter son sang héroïque, il s'est soudainement souvenu de quelque chose et a dit le nom d'Aero. En même temps, Tsubasa change pour ressembler à Eiko, car elle vient aussi d'un autre monde et son vrai nom est Aero. Avec sa force, Tsubasa a réussi à vaincre le monstre Diabolo. Après que tous les monstres aient été vaincus, Chihiro avait l'intention d'attaquer Jun, mais Yuri l'a immédiatement protégé et les deux ont décidé de partir. Après le combat, Shoko est ensuite allé voir Chihiro pour le ramener à la normale, et était sur le point de lui dire quelque chose. Cependant, Kakihara, qui était toujours irrité parce qu'il pensait que Chihiro allait transformer son assistante en monstre, l'a alors attrapé par le col, dans l'intention de le frapper. Cependant, ils sont surpris par Kotetsu, qui les informe qu'Ikuro s'est transformé en un mi-monstre mi-humain. Peu de temps après, Inuki et Kum sont arrivés là-bas et ont transporté Ikuro à l'hôpital du campus. Shoko invite ensuite Chihiro, Kotetsu et Kakihara à l'église Maltu, où la jeune fille dit qu'ils sont tous les trois des lignées héroïques car ils peuvent éveiller le pouvoir du sang héroïque. Shoko les a ensuite réunis tous les trois avec le chef de l'église de Maltu, qui n'était autre que Dux, une mystérieuse fille masquée qui est apparue dans le rêve de Chihiro il y a quelque temps. Dux leur dit que dans 40 ans, le monde dans lequel ils vivent maintenant sera détruit, et après cela, un nouveau monde sera créé. Lorsque la destruction du monde arrivera enfin, Lord Vermilion apparaîtra et construira un nouveau monde rempli d'espoir. Personne ne sait encore qui sera le Lord Vermilion. Mais selon la légende, le Lord Vermilion serait issu d'une des lignées héroïques actuelles. Cependant, il y a une autre possibilité que Lord Vermilion ne puisse pas renaître, et si cela devait arriver, alors le monde serait contrôlé par le chaos, ce qui causerait beaucoup de chaos dans le nouveau monde, entraînant des souffrances et catastrophes. Jun et Yuri font partie du chaos et sont appelés agents du chaos. Les agents du chaos sont généralement chargés d'invoquer des monstres d'autres mondes pour provoquer le chaos dans ce monde. Et Tokyo est la porte de connexion entre ce monde et le monde des monstres. À cause de cela, Dux a suggéré que la ville de Tokyo soit détruite afin que les agents du chaos ne puissent pas faire venir de monstres. Cependant, ce n'est bien sûr pas aussi facile qu'il y paraît.
Il retourne ensuite à l'hôpital du campus, où Eiko et Tsubasa ont repris leur forme humaine. Eiko révèle alors qu'elle et Tsubasa sont en fait des créatures magiques chargées de protéger les lignées héroïques. Chihiro rend ensuite visite à Ikuro qui est allongé dans le coma, et son état n'a toujours pas changé, qui est à moitié monstre et à moitié humain. En le voyant ainsi, Chihiro se sent très responsable et décide de détruire les barrières qui entourent la ville de Tokyo, afin que la porte de liaison ne puisse plus être utilisée par les agents du chaos, ce qui, selon les conseils de Dux, peut mettre fin à tout le chaos qui s'est produit. Cependant, Shoko l'avertit que si toutes les barrières sont détruites, il est très probable que les portes de connexion seront également détruites, ainsi que la ville de Tokyo et tous ceux qui y vivent. Même si c'était une décision très difficile, Chihiro devait encore le faire pour sauver le monde. Avec Kotetsu, Shoko, Inuki et Kum qui sont également des lignées héroïques, Chihiro commence à détruire les barrières une par une. Kakihara a décidé de ne pas se joindre car il pensait que Chihiro avait agi trop loin en détruisant des barrières qui pourraient également détruire la ville où il vivait. Cette nuit-là, Chihiro a eu un autre rêve, où dans son rêve, il a reçu un signe que l'un d'eux mourait. Le lendemain, Chihiro et ses compagnons retournent à leur mission de détruire les barrières. Cependant, cette fois, ils ont eu un peu de mal car Jun et Yuri sont arrivés là-bas pour se mettre en travers de leur chemin. Kotetsu, qui en veut toujours à Jun, l'attaque alors à plusieurs reprises. Cependant, Kotetsu ne semble pas être un adversaire digne de Jun, car il peut facilement être abattu par lui. Voyant Kotetsu acculé, Kum se précipita pour l'aider. Lorsque le combat devient plus féroce, Kotetsu qui a été frappé d'incapacité par Jun, fait alors face à une fille nommée Tsubaki Manazuru, qui a un petit monstre en forme de poupée nommé Dansuke qui l'attaque immédiatement. D'un autre côté, Chihiro et Yuri semblaient se battre férocement parce qu'ils avaient tous les deux de grandes capacités de combat. Chihiro, qui était presque désespéré, a alors tenté de détruire la barrière sous lui et Yuri, mais cela les a plutôt fait se téléporter dans une ville solitaire et brumeuse. Yuri a alors dit à Chihiro qu'ils étaient maintenant dans un monde de rêve. Mais il ne sembla pas la croire et décida de trouver un moyen de s'en sortir. Yuri a ensuite interrogé Chihiro sur sa décision de détruire la ville de Tokyo. Il dit que détruire la ville de Tokyo est le seul moyen d'empêcher le chaos de se produire. Cependant, Chihiro est immédiatement devenu silencieux lorsque Yuri a posé des questions sur le sort des personnes qui étaient encore en vie et vivaient à Tokyo, et a demandé s'il les laisserait mourir comme ça avec la destruction de la ville. Chihiro s'est alors retourné et a accusé Yuri et son partenaire d'avoir semé le chaos en transformant les gens en monstres. De façon inattendue, Yuri lui dit qu'elle veut être amie avec lui, et ensemble, ils vont changer le monde pour le mieux. Pendant ce temps, lorsque Kum était presque capable de battre Jun, un jeune homme nommé Haru Minakami est soudainement apparu et a ensuite attaqué Kum, car Haru s'est avéré faire partie du gang de Jun. D'autre part, Kotetsu, qui est toujours dans une bataille acharnée avec Tsubaki, insiste auprès de la jeune fille qu'il ne perdra pas contre les agents du chaos comme elle. En entendant cela, Tsubaki a arrêté le combat et a dit qu'elle n'était pas l'agent du chaos, et a pensé que Kotetsu était l'agent du chaos. Parce qu'il y avait eu un malentendu entre eux, Tsubaki a choisi de partir là-bas. Revenant au monde des rêves, Chihiro et Yuri trouvent enfin une grosse pierre magique qui a le pouvoir de créer des illusions très réelles. Il a essayé de détruire la pierre, mais ce n'était pas aussi facile que prévu. Voyant cela, Yuri l'a également aidé en lui tenant le bras et a dit à Chihiro de concentrer sa force sur un point. Chihiro a finalement réussi à franchir la barrière de la pierre magique et à détruire la pierre, jusqu'à ce qu'il parvienne à retourner dans le monde réel. Par la suite, Chihiro se souvient des souvenirs d'enfance d'être avec Yuri. Avant de partir, Yuri déclare que tout était à cause de sa mère. Chihiro aide alors Kum qui doit affronter seul Jun et Haru. Cependant, Chihiro a finalement persuadé Kum de reculer, car il sentait que quelque chose n'allait pas avec leur mission de détruire les barrières. Arrivé à l'église de Maltu, Kotetsu parle alors de Tsubaki, la fille qu'il a rencontrée en combattant Jun. Shoko, qui a entendu cela, a dit à Kotetsu et aux autres que la fille était membre d'une ancienne organisation appelée l'État Gardien, dont le travail était de protéger Japon de l'attaque du chaos. Kakihara est alors arrivé sur place, mais il était soupçonné d'être un espion, car selon Chihiro, les agents du chaos avaient découvert leur mission de détruire les barrières, et personne d'autre qu'eux ne le savait. Cependant, Kakihara a nié les accusations, malgré le fait qu'il n'était pas impliqué dans la mission. Chihiro rencontre alors Inuki, et raconte les paroles de Yuri lui disant que tout cela s'est produit à cause d'une erreur commise par sa mère. Étonnamment, Chihiro ne se souvient pas clairement de son passé. En fait, il ne se souvenait même pas du visage de sa mère. Kakihara, qui écoutait secrètement leur conversation et avait appris les événements survenus à Chihiro il y a 13 ans, était enfin disposé à parler du passé de Chihiro et aussi de sa mère. Kakihara a ensuite raconté que la mère de Chihiro, Mitsuki Kamina, avait provoqué une explosion au centre de recherche de la Fondation scientifique Aval il y a 13 ans. La nature de la recherche n'a jamais été rendue publique et Mitsuki a disparu. Cependant, Kakihara accuse également Chihiro d'avoir tué ses parents, déclarant que Chihiro a poignardé son père pour l'aider à se rappeler comment il a tué sa mère. Après avoir visité l'hôpital du campus, Chihiro et Kotetsu sont arrêtés par Mari et Tsubaki, membres confirmés de l'État Gardien. Mari leur a alors parlé d'un meurtre récent, qui aurait été commis par un animal sauvage. Mari s'avère soupçonner Jun d'être le cerveau derrière le meurtre.
En entendant cela, Kotetsu, qui en veut toujours à Jun, s'est alors porté volontaire pour les aider à retrouver Jun. Cependant, après plusieurs jours de recherche, les trois n'avaient pas encore trouvé où se trouvait Jun. Pendant ce temps, Chihiro avait un autre rêve, et dans son rêve, il était clair qu'Inuki mourrait ensuite. Chihiro s'est alors précipité pour contacter Kum afin de confirmer où se trouvait Inuki. Mais il s'est avéré qu'il n'était pas à l'hôpital du campus et Kum ne pouvait le trouver nulle part. Non seulement cela, elle a également découvert que l'une des fenêtres de la chambre d'Inuki venait de se briser. D'autre part, Tsubaki, qui effectuait une recherche dans une ruelle étroite, a été soudainement attaquée par un terrible monstre. Elle est immédiatement devenue désespérée, mais Kotetsu est arrivé juste à temps et l'a sauvée. Mais le monstre a apparemment réussi à leur échapper. Se retournant vers Chihiro qui cherchait où se trouvait Inuki, il s'arrêta soudainement quelque part quand il vit Yuri qui réconfortait plusieurs enfants. Yuri a l'air très douce et affectueuse, alors les enfants autour d'elle semblent si heureux et rient joyeusement. La scène bascule alors et montre un groupe d'hommes ordonné par Jun de tuer quelqu'un. L'un des hommes est alors allé acheter de la nourriture, tandis que l'autre attendait quelque part. Cependant, une fois que l'homme qui a acheté la nourriture est arrivé à l'endroit où les membres de son groupe s'étaient rassemblés, combien il a été choqué d'apprendre qu'ils avaient tous été tués. D'après l'un des téléphones portables du mort, on savait que Jun leur avait ordonné de tuer Inuki, qui n'était autre qu'un monstre assoiffé de sang qui avait commis une série de meurtres. Jun s'est avéré avoir ordonné à de nombreuses personnes, y compris des membres de son gang de motards sous lui, de trouver où se trouvait Inuki. Pendant ce temps, Chihiro, qui est revenu pour continuer sa recherche, a appelé Kum et lui a demandé de contacter leurs autres amis pour aider à trouver où se trouvait Inuki. Le lendemain, Inuki qui était quelque part, sembla ressentir une terrible douleur à la poitrine. Peu de temps après, une foule de membres d'un gang de motards qui sont les subordonnés de Jun, a réussi à trouver où il se trouvait et l'a immédiatement détenu jusqu'à ce que Jun arrive là-bas. Mais en même temps, Chihiro est également arrivé et a essayé de faire sortir Inuki de là. Voyant Chihiro, les membres du gang de motards l'ont entouré, ne réalisant pas qu'Inuki se transformait en monstre. Ne voulant pas blesser Chihiro, Inuki se jeta alors dans la rivière. Chihiro est ensuite retourné à l'église de Maltu et a découvert que celui qui les avait trahis tout au long était Inuki. Kakihara a apparemment mené une enquête et a découvert le fait qu'Inuki et Jun ont été élevés ensemble dans le même orphelinat et partagent une relation fraternelle étroite. L'orphelinat dans lequel ils ont grandi s'est avéré être le même orphelinat que Yuri, que Chihiro a vu jouer avec les enfants de l'orphelinat. Kakihara a également révélé que l'orphelinat est géré par la Fondation Scientifique Aval. En entendant cela, Shoko lui a alors dit que la Fondation Scientifique Aval était le cerveau derrière le chaos. Kakihara a ensuite montré une photo de Yuri avec un vieil homme, qui n'était autre que le fondateur d'Aval, qui est aussi le père de Yuri. Kum, qui s'est avéré être au courant de l'état d'Inuki, a alors dit à Chihiro qu'Inuki avait fait cela parce qu'il voulait protéger les enfants de l'orphelinat, car l'emplacement de l'orphelinat était près de l'une des barrières. Pendant tout ce temps, Kum a choisi de garder le secret car elle comprenait les sentiments d'Inuki, qui voulait protéger sa maison et aussi l'orphelinat où vivaient les orphelins. De façon inattendue, Kum était également de l'orphelinat. Elle a également dit que dans le passé, l'orphelinat avait mené des expériences illégales en transformant certains orphelins en monstres comme Inuki. Cette nuit-là, Jun parvient à trouver où se trouve Inuki et demande à Inuki de l'accompagner car il essaiera de trouver un moyen de le guérir. Cependant, il refuse et demande à la place à Jun de le tuer. Peu de temps après, Chihiro est arrivé là-bas juste au moment où Inuki s'est finalement transformé complètement en monstre et a attaqué Chihiro et Jun qui étaient là. De façon inattendue, Jun aide Chihiro à faire face à Inuki qui commence à devenir incontrôlable. Cependant, Chihiro a de nouveau perdu connaissance et a réveillé une force encore plus puissante, capable même de détruire la ville de Tokyo s'il mettait toute sa force dans une attaque aveugle. Réalisant le grand danger qui menacerait la sécurité de nombreuses personnes, Inuki a changé sa forme en mi-homme mi-monstre, puis a frappé Chihiro jusqu'à ce qu'il soit jeté assez loin, puis l'a poursuivi. Jun qui a vu cela, les a ensuite poursuivis tous les deux et a été très surpris de découvrir qu'Inuki essayait d'absorber le pouvoir de Chihiro pour restaurer sa conscience afin qu'il ne détruise pas toute la ville avec son énorme pouvoir. Jun a essayé d'aider, mais a été bloqué par la barrière qui enveloppait les corps de Chihiro et Inuki. Sachant qu'il allait bientôt mourir, Inuki a alors conseillé à Jun de ne pas abandonner ce pourquoi il s'était battu pendant tout ce temps. Incapable de résister plus longtemps à la force de Chihiro, le corps d'Inuki a finalement explosé. Quelque temps plus tard, Shoko rencontre Dux pour l'informer de la mort des lignées héroïques, qui a commencé avec Inuki. Dux a répondu avec désinvolture, disant que les lignées héroïques étaient destinées à se détruire, de sorte qu'il ne resterait qu'une seule personne qui deviendrait le roi cramoisi. En entendant cela, Shoko a l'ambition de devenir le Crimson King. Ailleurs, le fondateur d'Aval qui est aussi le père de Yuri, Gremen, rassemble des agents du chaos et annonce que leur expérience pour détruire le monde est presque terminée. En entendant cela, Jun a suggéré d'éliminer toutes les lignées héroïques car elles pourraient contrecarrer l'expérience. Jun, qui en veut à Chihiro pour avoir tué Inuki, fait alors de Chihiro sa cible principale. Jun interdit alors à Yuri de participer à sa mission de destruction de Chihiro, car Jun ne veut pas que les sentiments de Yuri pour Chihiro entravent leur mission.
Cependant, à l'insu de Jun, Yuri a découvert l'habitude de Chihiro de venir souvent dans un endroit où il était accablé par de nombreuses choses qui le dérangeaient. À cause de cela, Yuri a également rencontré celui qui était à cet endroit. Chihiro a dit à Yuri que cet endroit l'avait en quelque sorte calmé. Elle lui a ensuite donné à boire en disant que la boisson n'était peut-être pas aussi bonne que celle de sa mère. En entendant cela, Chihiro a de nouveau posé des questions sur les mots que Yuri avait prononcés lors de leur dernière réunion. Yuri a ensuite raconté le passé de Mitsuki, la mère de Chihiro qui s'est avérée être une scientifique qui a mené une expérience avec son père. Cependant, l'expérience a échoué et a plutôt jeté Mitsuki dans un autre monde, tandis que son père a perdu un bras. L'expérience a apparemment été menée dans la maison où il se trouve actuellement. À cette époque, Chihiro et Yuri qui étaient encore des enfants, virent une grosse explosion provoquée par une expérience menée par leurs parents. Après cet incident, Chihiro a perdu la mémoire et ne se souvenait pas du tout de Yuri comme son ami d'enfance. D'un autre côté, l'explosion s'est avérée apporter un grand changement à Grumman, car selon Yuri, son père est devenu diabolique et avait l'ambition de détruire le monde. Yuri, qui aimait beaucoup son père, a été forcé d'obéir à tous ses souhaits et a blâmé la mère de Chihiro pour ce qui est arrivé à son père. Après s'être engagé dans une brève conversation avec Yuri, Chihiro a dit au revoir et est retourné à l'église de Maltu, où il a alors eu une vision que Kotetsu mourrait ensuite. Sachant que son meilleur ami allait mourir, Chihiro se précipita pour le retrouver. Pendant ce temps, il s'avère que Kotetsu est invité à une promenade par Tsubaki. Incapable de le trouver, Chihiro est ensuite retourné pour rencontrer Yuri, qui était toujours dans la maison. Il a ensuite raconté ses rêves qui s'étaient toujours réalisés ces derniers temps, comme s'ils étaient destinés. Cependant, elle pense qu'il a le pouvoir de changer ce destin, tant qu'il est déterminé à sauver ses amis. Peu de temps après, Chihiro a reçu un appel de Kotetsu demandant de l'aide. Après qu'ils se soient finalement rencontrés, il s'est avéré que Kotetsu lui avait demandé de payer ses courses, car lui et Tsubaki avaient oublié d'apporter leur portefeuille. D'un autre côté, Jun et Haru, qui avaient suivi Kotetsu et Tsubaki, ont immédiatement agi lorsqu'ils ont vu l'arrivée de Chihiro. Jun kidnappe alors Kotetsu juste devant Chihiro, tandis que Haru est chargé de distraire Tsubaki. Voyant son meilleur ami se faire emmener, Chihiro ne resta pas silencieux, et poursuivit aussitôt Jun qui emmena Kotetsu dans la forêt. Arrivé là-bas, Chihiro est très surpris d'apprendre que Jun a suspendu le corps de Kotetsu de la même manière qu'il l'avait vu dans son rêve. Jun a dit qu'il tuerait Kotetsu si Chihiro osait le combattre. Mais de manière inattendue, Yuri est arrivé là-bas, puis a sauvé Kotetsu. Jun qui était très irrité d'avoir pris le parti de leur ennemi, a alors attaqué Yuri. Mais son attaque n'a pas pu la toucher du tout, alors il a décidé de partir de là. Jun est alors venu voir Haru qui a failli être tué dans le combat contre Tsubaki et l'a sauvé puis est parti. Pendant ce temps, Yuri dit à Chihiro qu'elle a décidé de l'aider, lui et ses amis, et ne se soucie pas de tout ce à quoi elle sera confrontée, y compris son père et le chaos. En entendant cela, il l'a alors invité à rejoindre son groupe à l'église de Maltu. Quelques jours plus tard, Chihiro rassembla alors les lignées héroïques de l'église Maltu, ainsi que tous les membres de l'état gardien quelque part. Cependant, 2 membres de l'état gardien, une fille nommée Julia Ishiju et un jeune homme nommé Suruga Jumonji, semblent ne pas aimer l'église Maltu parce qu'ils avaient autrefois prévu de détruire la ville de Tokyo, même si l'état gardien avait la mission opposée. En raison de la chaleur de la dispute entre eux, Julia et Suruga ont presque commencé un combat contre Shoko et Kotetsu. Cependant, Chihiro est immédiatement intervenu et a déclaré que le destin pouvait encore être changé sans détruire Tokyo et sacrifier tout le monde. Après cela, Chihiro a déclaré que Yuri était maintenant de leur côté et que le but de les rassembler tous était qu'ils travaillent ensemble pour changer des destins tels que la destruction du monde, ainsi que le destin qui a déterminé que les lignées héroïques devaient tuer l'un l'autre. Chihiro propose alors qu'ils travaillent ensemble pour détruire la fondation scientifique Aval ainsi que le chaos pour empêcher que ce destin ne se réalise. Tout le monde à l'église Maltu semble d'accord, à l'exception de Shoko qui veut toujours qu'ils agissent selon leur destin prédéterminé. Alors que dans l'état gardien, seuls Julia et Suruga ont refusé de coopérer et sont partis immédiatement. Yuri a ensuite déclaré que son père avait fabriqué plusieurs machines géantes qui seraient utilisées pour créer des catastrophes naturelles à grande échelle. Cependant, Shoko ne fait pas confiance à Yuri et pense que la fille fait seulement semblant de se ranger à leur côté et finira par les trahir parce que Yuri est la fille de Grumman, le cerveau derrière tout le chaos. Cependant, tout le monde croyait plus aux mots de Yuri qu'à ceux de Shoko. Quelque temps plus tard, Chihiro a eu une autre vision des lignées héroïques mourantes, et cette fois, il a vu Marie dans son rêve. D'autre part, il s'avère que Marie s'infiltre dans l'une des installations secrètes appartenant à la fondation scientifique Aval pour confirmer les propos de Yuri sur les plans de son père. Là, Marie, qui venait de découvrir une barrière artificielle créée par Aval, a été soudainement attaquée par un agent masculin du chaos nommé Kaburaji Kark, qui a une créature magique féminine nommée Amadeus. Avec le pouvoir d'Amadeus, Kaburaji a réussi à coincer Marie et à la blesser gravement. Ailleurs, Chihiro et les autres tentent de retrouver Marie. Tout le monde avait l'air inquiet, en particulier Kakihara qui était une amie proche d'elle. Kakihara a même dit à Chihiro qu'il le blâmerait complètement si quelque chose de mal arrivait à Marie. Peu de temps après, Marie, grièvement blessée,
y est apparue et s'est immédiatement effondrée dans les bras de Kakihara. Elle lui tendit alors son téléphone portable et chuchota quelque chose à Kakihara, avant de finalement rendre son dernier soupir. En voyant sa mort, Shoko a même dit que Mari méritait de mourir parce qu'elle croyait davantage aux paroles de Yuri. Peu de temps après, Grumman y est arrivé accompagné de Jun et Haru. Il leur a dit que Yuri avait fait un excellent travail en révélant la machine. Les mots de Grumman semblaient impliquer que Yuri se rangeait délibérément du côté de Chihiro et des autres pour les piéger. Puisque tout le monde la blâme maintenant, Yuri n'a d'autre choix que de retourner auprès de son père. Après cet incident, Chihiro a eu une vision de la mort de Kakihara qui pourrait se produire dans un proche avenir. Il a ensuite présenté ses excuses à tous les membres de l'État gardien pour la mort de Mari et a remis le cristal créé à partir des fragments du corps de Mari après sa mort. Cependant, ils ont refusé. Julia et Suruga ont même déclaré ouvertement qu'ils ne voulaient plus traiter avec Chihiro. Non seulement Julia et Suruga, Kakihara et Shoko ont également blâmé Chihiro pour tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, dans l'une des installations secrètes d'Aval, Grumman et ses hommes rassemblent des gens et les transforment tous en monstres. Kakihara, qui a ouvert le téléphone portable de Mari, a découvert plusieurs emplacements des installations secrètes d'Aval et avait l'intention d'y enquêter, dans l'espoir de venger la mort de Mari. Chihiro, qui a eu une vision que Kakihara allait mourir, l'a ensuite suivi tranquillement, bien qu'à la fin, il ait été attrapé par Kakihara. Chihiro a dit qu'il ne détestait pas du tout Kakihara, même s'il continuait à le soupçonner et à le blâmer. Chihiro lui a également dit qu'il continuait à suivre Kakihara parce qu'il voulait empêcher sa mort fatidique. Ailleurs, Kotetsu s'avère demander secrètement à Tsubaki d'aider Chihiro qui veut empêcher la mort de Kakihara. Sachant que Chihiro le suivait toujours, Kakihara le rencontra et l'emmena au parc pour discuter de quelque chose. Accompagnés de Tsubasa, ils se sont ensuite rendus tous les deux dans l'une des installations secrètes d'Aval que Mari a visitées avant sa mort. Arrivés là-bas, ils trouvent une barrière artificielle créée par Aval et découvrent qu'il y a 7 barrières artificielles qui se sont répandues dans tout Tokyo. Cependant, avant qu'ils aient eu le temps d'enquêter davantage, Kaburagi est soudainement apparu et les a immédiatement attaqués. Avec sa force, Kaburagi a réussi à lier Chihiro avant qu'il ne puisse réveiller son sang héroïque. Cependant, quand Amadeus est sur le point de tuer Chihiro, à sa grande surprise, Kakihara protège Chihiro à la place. Amadeus ne resta pas silencieux et lança à nouveau une attaque. Mais cette fois, il a été contrecarré par Tsubasa qui s'était transformé en Aero. Aero s'est sacrifié pour protéger Kakihara parce que c'était son devoir en tant que protectrice. Avant sa mort, Aero a demandé à Kakihara de rester en vie, il s'est avéré que Mari a également dit cela avant sa mort. Kakihara, furieux parce que son assistant devait mourir, lança alors une attaque sur Kaburagi, mais Amadeus l'arrêta toujours. D'autre part, Chihiro qui essayait de se libérer du piège de Kaburagi, a alors demandé à Kakihara pourquoi il l'avait sauvé. Kakihara a ensuite révélé qu'il avait réexaminé le cas de la mort du père de Chihiro, où il a découvert que le père de Chihiro avait l'intention de mettre fin à ses jours ainsi qu'à la vie de Chihiro en raison de la dépression après le départ de Mitsuki. Cependant, à la fin, il se sentit mal pour son jeune fils et choisit de mettre fin à ses jours, laissant Chihiro en vie. En entendant cela, Chihiro a finalement réussi à se libérer et a tenté de sauver Kakihara. Peu de temps après, Eiko y est finalement arrivé, tout comme Kotetsu, Tsubaki et les autres. En infériorité numérique, Kaburagi décide finalement de s'enfuir, mais Kotetsu et Tsubaki le poursuivent. Pendant ce temps, Kakihara, qui était à la fin de sa vie, a conseillé à Chihiro de rester en vie. Après cela, il a finalement rendu son dernier souffle et son corps s'est transformé en un morceau de cristal rouge. Après la mort de Kakihara, Shoko rencontre alors Dux, qui lui dit qu'ils ne pourront pas changer le destin qui a été déterminé. De plus, le chaos avait atteint les dernières étapes de son plan pour provoquer un grand chaos qui pourrait détruire le monde. À cause de cela, Dux a demandé à Shoko de mener à bien leur plan, jusqu'à ce qu'une seule personne des lignées héroïques devienne le roi cramoisi. Quelques jours plus tard, Grumman a été vu en train de passer en revue l'Infinity Theatre, l'endroit où Kaburagi, qui est pianiste, donnerait une représentation au piano d'un requiem lors du concert d'ouverture. Grumman a apparemment financé la construction du bâtiment car il faisait partie du plan du chaos visant à détruire le monde. Il avait même préparé un grand trou sous la scène pour soutenir son plan. Ailleurs, Tsubaki invite un membre de l'État gardien, une fille nommée Akira, à aider Chihiro et Kotetsu à poursuivre l'enquête menée par Kakihara concernant l'emplacement des barrières artificielles dispersées dans toute la ville. Il rencontre ensuite Dux qui les informe que l'emplacement des barrières artificielles créées par Aval forme la constellation de la Grande Ourse, et si elles sont toutes connectées et activées simultanément, cela provoquera une catastrophe sans précédent. Dux a dit à Chihiro et aux autres que l'emplacement de la dernière barrière artificielle était au théâtre Infinity et leur a demandé de la détruire dès que possible. Pendant ce temps, Grumman charge Jun de défendre les 6 premières barrières artificielles en essayant de tuer Chihiro. Cela bouleverse Jun, tandis que Haru supplie Yuri d'attirer Chihiro hors de sa cachette afin que Jun puisse l'achever. Haru donne à Tsubaki un dépliant de concert, ce que Chihiro et les membres de l'église de Maltu déduisent que c'est ainsi que se produira le deuxième grand effondrement. Chihiro pense que puisque des sons spécifiques transformeront les humains en portes, Kaburagi doit être vaincu avant d'avoir la chance de se produire.
Lorsque le jour du spectacle arrive, Haru rencontre alors Jun qui s'acquitte de ses fonctions pour garder les 6 barrières artificielles. Haru révèle qu'il a délibérément parlé à Chihiro et à ses amis du concert, ainsi que de l'emplacement de la dernière barrière artificielle afin qu'ils puissent attaquer l'endroit, et Jun serait à nouveau considéré comme utile par Grumman pour tuer Chihiro. La nuit, après que Haru lui ait dit que Chihiro venait au concert, Jun fait déguiser les gangsters Blue Skulls en agents de sécurité. Cependant, à l'approche de Chihiro et des membres de l'église Maltu, Kaburagi transforme les Blue Skulls en monstres avant d'entrer à l'intérieur pour se produire devant un public. Une bataille féroce s'ensuit à l'extérieur du théâtre Infinity, tandis que Kaburagi apparaît sur scène pour jouer du piano. Haru arrive alors là-bas et commence à attaquer Chihiro et les membres de l'église Maltu. De manière inattendue, Haru et Akira se connaissent en fait, et ils étaient de bons amis, avant que Haru ne décide de rejoindre Jun et le chaos. Akira essaie de convaincre Haru d'arrêter ses plans avec le chaos, car la destruction du monde n'apportera le bonheur à personne, y compris à lui-même. Mais Haru a persisté, puis a attaqué Chihiro. De manière inattendue, ce que Haru a attaqué n'était pas le vrai Chihiro, mais la créature magique d'Akira déguisée en lui pour tromper les agents du chaos. Pendant ce temps, le vrai Chihiro a réussi à se faufiler sur scène et à lancer une attaque surprise à Kaburagi qui jouait du piano. Cependant, Jun apparaît soudainement et l'attaque sans pitié. Jun et Chihiro sont également impliqués dans une bataille acharnée, car Jun veut venger la mort d'Inuki qui s'est sacrifié pour Chihiro. Mais, bien qu'il ait été poignardé par Jun, Chihiro honore le dernier souhait d'Inuki et brise l'armement de sang de Jun dans le même temps. Le requiem de Kaburagi absorbe le public dans une brume rouge produite par la clé de voûte et le transforme en un monstre géant. De façon inattendue, au lieu d'aider Jun à tuer Chihiro, Kaburagi a poignardé Jun, le tuant, parce qu'il voulait tuer Chihiro de ses propres mains. Haru qui a vu le cadavre de Jun se transformer en un cristal aussi rouge que le sang, s'est soudainement mis en colère parce qu'il était une personne spéciale pour lui. Haru tente alors de venger la mort de Jun, mais est bloqué par Akira car il est trop dangereux d'attaquer Kaburagi seul. Lorsque Kaburagi était sur le point d'attaquer Haru, Akira l'a protégé, même si elle a dû se sacrifier pour garder Haru en vie. Mais à la fin, les deux amis ont été vaincus par Kaburagi. Voyant la mort de Jun, ainsi que les gens autour de lui qui ont été transformés en monstres, Chihiro devient très en colère et augmente sa force, forçant Kaburagi et ses monstres géants à se battre à l'extérieur du bâtiment Infinity Theatre. Avec sa force actuelle, Chihiro pourrait facilement repousser les attaques du monstre géant et lancer une contre-attaque encore plus terrifiante. Après avoir renversé le monstre géant, il a ensuite tenté d'attaquer Kaburagi. Cependant, Kaburagi s'est immédiatement échappé parce qu'il voulait voir le nouveau monde que Chihiro créerait. En entendant cela, Chihiro a ensuite demandé la signification des mots de Kaburagi, où il a finalement révélé que Chihiro était le roi cramoisi. D'un autre côté, Shoko détruit la clé de voûte du théâtre Infinity, tandis que Yuri a l'air heureux parce que Chihiro et ses amis ont réussi à contrecarrer le plan de son père et que le deuxième grand effondrement a été évité. Bien que Grumman soit bouleversé que tout ce pourquoi il a travaillé soit détruit, il demande de l'aide à sa création humaine artificielle, Shiyu. Shiyu est une femme humaine artificielle créée en utilisant l'ADN de Mitsuki et Grumman, ce qui en fait un substitut de Mitsuki. Elle est extrêmement intelligente avec un air de suffisance tranquille. Ensuite, Grumman déclare que la bataille pour le destin de l'humanité commence maintenant. Ailleurs, Kaburagi rencontre Yuri et lui ment en disant que Chihiro est celui qui a tué Jun et Haru, ainsi que tout le public venu assister au concert, convainquant Grumman de croire que ce pire scénario s'est réalisé et laissant Yuri en état de choc. Après le retour à l'église de Maltu, Shoko a également rencontré Dux et lui a dit que c'était elle qui avait détruit la clé de voûte. Cependant, tout le monde loue Chihiro pour l'énorme pouvoir qu'il possède, ce qui fait de Chihiro le roi cramoisi. En entendant cela, Shoko, qui était jalouse parce que tout le monde louait Chihiro en tant que roi cramoisi, a ensuite dit à tout le monde que Chihiro ne l'était pas parce que le roi cramoisi n'apparaîtrait qu'après qu'il ne reste qu'une seule des lignées héroïques. Shoko leur a alors dit qu'elle était la seule candidate pour le Crimson King. Plus tard, à l'hôpital du campus, Haru et Akira sont tous les deux vivants, grâce à la capacité de guérison de Cerdide, bien que Kotetsu remarque que Shoko était sans cœur pour avoir laissé Haru et Akira pour mort juste pour détruire la 7e clé de voûte à ses propres fins. Pendant ce temps, Shiyu, qui a rarement été vue, s'avère mener une expérience spéciale, où elle emmène ensuite Grumman dans une installation secrète en forme de maison que Grumman et Mitsuki utilisaient pour mener des expériences il y a plusieurs années. Shiyu dit alors à Grumman qu'elle a trouvé un moyen d'ouvrir une porte de connexion vers un autre monde en utilisant l'énergie des 6 clés de voûte restantes. Elle lui explique que s'ils peuvent absorber l'énergie de la ligne de pause dans les 6 clés de voûte restantes, ils peuvent alors ouvrir de force la porte de connexion à un autre monde, bien que cela puisse également entraîner l'engloutissement de la ville de Tokyo dans un autre monde. En entendant cela, Grumman est devenu très heureux, car il avait enfin l'opportunité d'aller dans un autre monde et de trouver Mitsuki. De manière inattendue, il s'avère être amoureux de la mère de Chihiro lorsqu'ils travaillent ensemble sur une expérience pour créer une passerelle vers un autre monde. Cependant, après que leur expérience ait échoué et que Mitsuki ait été jetée dans un autre monde, Grumman était dévasté et ne pouvait pas la laisser partir. À cause de cela,
il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour créer une passerelle vers un autre monde pour trouver où se trouvait Mitsuki, même si cela devait coûter beaucoup d'innocents. Il semblait avoir perdu la tête à cause de son amour excessif pour Mitsuki. Grumman, qui aspire fortement à rencontrer Mitsuki dans l'autre monde, dit à Shiyu de commencer les préparatifs. Pendant ce temps ailleurs, Shoko, rempli de malice dans son cœur, a l'ambition de devenir le roi cramoisi et décide de tuer Chihiro et les autres afin qu'elles puissent devenir les seules lignées héroïques vivantes et finalement être couronnées roi cramoisi. Cependant, tout à coup, Kaburagi apparaît là-bas pour la tuer et brûler l'église de Maltu. Le lendemain, Chihiro et les autres trouvent un cristal rouge supposément du corps de Shoko, ce qui indique qu'elle a été tuée par des agents du chaos. Peu de temps après, Dux arrive là-bas et les informe qu'Aval et le chaos ont poursuivi leur plan de destruction du monde en ouvrant de force la porte de connexion à un autre monde, ce qui fera engloutir le monde dans lequel ils vivent maintenant. Après cela, Chihiro a rencontré Yuri à la maison où leurs parents ont mené une expérience il y a plusieurs années, qui s'est avérée être Ikarian. Même si Yuri a été choquée lorsque Kaburagi lui a dit que Chihiro avait tué Jun et Haru, ainsi que tous les spectateurs présents, elle n'a pas nécessairement cru les paroles de Kaburagi et a supposé que Chihiro était toujours comme le Chihiro qu'elle connaissait, qui était gentil et déterminé à les sauver tous. Mais il s'est avéré que Chihiro n'a pas nié tout cela et a dit à Yuri qu'il avait été forcé de tuer le public parce que Kaburagi les avait transformés en monstres. Chihiro raconte alors que c'est Kaburagi qui a tué Jun, et que Haru est en fait toujours en vie et que son état se rétablit. En entendant cela, Yuri parut soulagée. Cependant, elle s'est immédiatement inquiétée pour Chihiro, lui demandant d'arrêter de se battre et de s'enfuir avec elle. Chihiro ne peut bien sûr pas accéder à sa demande, surtout lorsque le chaos se prépare à mener à bien son plan de destruction du monde. Chihiro a dit à Yuri qu'il n'abandonnerait pas si facilement et qu'il les combattrait parce qu'il était déterminé à sauver le monde et tous les autres. De manière inattendue, Yuri était déjà influencé par son père qui disait que Chihiro serait détruit s'il continuait à utiliser son pouvoir pour combattre le chaos. Yuri, qui avait été consumé par l'incitation de son père, a alors tenté d'attaquer Chihiro, mais il a été immédiatement remarqué par Serdid qui se trouvait à proximité, et a immédiatement repoussé l'attaque de Yuri. Serdid a alors dit à Yuri qu'elle la tuerait, car depuis la présence de Yuri, Chihiro l'avait souvent ignoré. Même si pendant tout ce temps, c'était Serdid qui avait toujours protégé Chihiro, et était prêt à tout pour lui. Yuri, qui a été acculé, a finalement ressuscité son sang héroïque et a été forcé de tuer Serdid juste devant Chihiro, puis s'est précipité loin de là parce qu'elle regrettait profondément ses actions. Pendant ce temps, Shiyu commence le processus d'absorption de l'énergie de la ligne tellurique, effondrant le siège de la fondation scientifique Aval tandis que toutes les clés de voûte s'élèvent vers le ciel. Voyant que Tokyo était sur le point d'être détruit, Chihiro s'est immédiatement réuni avec Kotetsu, Kum et Tsubaki, et ils se sont précipités au siège de la fondation scientifique Aval pour arrêter le plan de Shiyu et Grumman d'ouvrir de force la porte de connexion vers un autre monde. Cependant, ils furent bientôt bloqués par Kaburagi, qui avait l'ambition de tous les tuer. Chihiro a alors demandé à Kotetsu et aux autres de se dépêcher au siège de la fondation scientifique Aval, pendant qu'ils se battraient contre Kaburagi. Pour faire face à Chihiro, Kaburagi transforme alors les habitants de Tokyo en un monstre géant nommé Jormungandr. Chihiro, qui avait réveillé son sang héroïque, a essayé de couper le corps du monstre, mais il avait même du mal à le gratter. Chihiro a alors essayé de poignarder le monstre dans l'estomac. Mais en raison de sa négligence, il a plutôt été touché par l'attaque d'Amadeus, qui le fait chuter au sol. Alors qu'il est inconscient, Chihiro est montré par Dux qu'il a déjà été tué 4 fois, qui ont été tailladés par Jun, poignardés par Inuki, étranglés par Kakihara et mettant fin à sa vie avec Yuri. Dux explique que les rêves de Chihiro sont en fait ses souvenirs de chronologies alternatives, servant d'avertissement pour l'empêcher de commettre les mêmes erreurs. Bien qu'elle ne soit pas certaine de la façon dont Chihiro est capable de recommencer une nouvelle pièce à chaque fois, elle se demande s'il peut changer le scénario cette fois. Ailleurs, Kotetsu, Tsubaki et Kum, qui étaient sur le point de se rendre au siège de la fondation scientifique Aval, ont été confrontés à un troupeau de monstres diabolos. Kotetsu et Tsubaki demandent alors à Kum de se dépêcher d'arrêter les plans de Shiyu, tandis que les deux affronteront un SM de monstres diabolos. Au milieu du combat, Kotetsu a pris le temps d'exprimer son amour pour Tsubaki, car il pensait que cela pourrait être la dernière chance pour eux avant que le monde ne soit détruit ou que l'un d'eux ne meure dans le combat. Pendant ce temps, Shiyu se dispute avec Grumman et le réprimande pour avoir manipulé les femmes de sa vie. Shiyu a dit que Mitsuki ne l'avait jamais aimé, même s'il aimait tellement Mitsuki qu'il en avait perdu la tête. Shiyu a alors dit que s'il avait réussi à trouver où se trouvait Mitsuki dans un autre monde, elle était très sûre que Mitsuki ne voudrait que retourner dans sa famille qu'elle aimait beaucoup, et ne se soucierait pas du tout de Grumman. Le cœur brisé Grumman a entendu cela, puis s'est enfui de là. Au même moment, Kum est finalement arrivé là-bas et Shiyu l'a immédiatement défié au combat. Se retourne vers Chihiro qui est toujours inconscient, où il rêve et entend Dux lui dire que la mort de ses amis est destinée, et il ne peut pas changer ce destin. Peu de temps après, le père de Chihiro et ses amis décédés semblaient s'être relevés et ont demandé à Chihiro de rester en vie. Entendant le soutien de ses proches, il se leva finalement et fit se demander à Dux s'il pouvait cette fois changer le destin qui avait été déterminé. Chihiro qui s'est relevé, a réussi à tuer Jormungandr et Amadeus avec une seule attaque.
Après cela, il a coupé les deux bras de Kaburagi et a finalement réussi à le tuer. Ailleurs, Julia et Suruga arrivent et aident Kotetsu et Tsubaki qui commencent déjà à être submergés par les monstres Diabolo. Ils mettent de côté les différends qui existaient autrefois entre eux et combattent ensemble des hordes de monstres pour protéger la ville. Pendant ce temps, Kum parvient à surpasser Shiyu et à détruire la machine de la fille, malgré le fait qu'elle ne peut pas être éteinte une fois activée, et les actions de Kum rendent la machine incontrôlable. Grumman qui a vu la porte de communication commencer à s'ouvrir petit à petit, semblait si heureux car il pensait que bientôt il rencontrerait Mitsuki. Cependant, de manière inattendue, Grumman a été trahi par son conseiller, Van Dry, qui le pousse dans la porte pour l'accélérer. Van Dry n'entre jamais au combat mais a la capacité de se téléporter et aime regarder la destruction. Il a manipulé Grumman pour créer la fondation scientifique Aval afin qu'il puisse observer plus de destruction. En tant que candidat le plus proche pour être le roi cramoisi et le seigneur de Vermilion, Chihiro se dirige lui-même pour effacer la porte. Cependant, Yuri et Jormungandr se dressent sur son chemin. Alors que Chihiro et Yuri se chargent, Chihiro l'esquive et tue Jormungandr à la place. En voyant cela, un Van Dry déçu quitte la zone. Chihiro et Yuri s'approchent alors ensemble de la porte, mais ils la repoussent et entrent seuls. Avant que la porte ne se ferme, Chihiro dit à Yuri de vivre et il parvient enfin à sauver le monde. Quelque temps plus tard, Yuri, Kotetsu, Tsubaki, Haru, Akira, Kum et Shiyu emménagent à Ikarian, cherchant un moyen de rouvrir la porte et de ramener Chihiro. La leçon morale de l'histoire est que le destin n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Ce n'est pas une chose à attendre, c'est une chose à accomplir. Nous ne sommes pas la victime du monde, mais plutôt le maître de notre propre destin. Parce que nos choix et nos décisions déterminent notre destin.